nous allons gravir l'Everest en compagnie de Thomas Dutheil. Quelle aventure quand même, non? Ouais, alors en fait à la base c'est un projet qui est parti d'une rencontre lors d'un voyage au Népal. J'ai découvert un petit peu de cette culture Sherpa. J'ai découvert ces drôles de personnages et à force de m'y intéresser, c'est devenu un rêve. Pour les Tibétains au nord, cette montagne est la mer des vents. Sur l'autre versant, au Népal, elle est la tête du ciel. Le plus haut sommet du monde culmine à 8848 mètres. L'ascension reste périlleuse. L'Everest est aussi un voyage intérieur. La marche d'approche est une sorte de rituel, un long trek à travers le Népal. Les Sherpas et leurs clients venus du monde entier montent en procession. Là, on est à peu près à 5000 mètres. Voilà, j'avance doucement, mais le souffle est quand même là. L'Everest ne se fait pas en un jour. À la fin du mois d'avril, Thomas Dutheil s'établit au camp de base, un village de toile perché à 5000 mètres d'altitude. Pendant près d'un mois, l'expédition va lentement gravir le massif afin d'habituer le corps au manque d'oxygène. Et pourquoi c'est indispensable cette acclimatation? Sinon c'est la mort, tout simplement. Cette acclimatation elle va préparer notre corps à subir ce changement de pression, à l'hypoxie. Et voilà, sans cette acclimatation-là, c'est vers l'échec de l'expédition ou plus sévèrement la mort. L'acclimatation permet aussi de souder la cordée. Thomas grimpe avec une alpiniste japonaise. 2 guides leur ouvrent la voie. Les choses sérieuses commencent dans l'Ice Fall, un immense glacier, merveilleux et instable. Dans la nuit, des Sherpas ont tendu des kilomètres de cordes et dressé des échelles pour franchir les gouffres. Dendy lance la première crevasse, c'est lui qui se lance pour nous montrer un petit peu voilà, les règles de sécurité à entreprendre. Et quand c'est à nous d'y passer, on a le palpitant, on n'a pas le droit à l'erreur. Et à des altitudes comme 6000-7000 mètres, le sauvetage est assez compliqué. Donc là, il faut rester concentré et pas faire de bêtises. Ah non! Surtout, ne pas traîner dans les parages. Le danger guette. Thomas est sur l'échelle. Soudain, des blocs de glace se détachent de la paroi. Là, à ce moment-là, on se dit waouh, quelques secondes plus tôt, on était en dessous, quoi. Donc voilà, il ne faut pas traîner, il faut rester concentré, continuer à avancer. Et avoir de la chance. Et il y a une part de chance, peut-être une part de loterie qui rentre en compte. S'ensuit une lente ascension, le souffle court, face à l'immensité. Il y a tout un temps de réflexion parce qu'on marche pendant des heures et on peut se parler qu'à soi-même. Moi, je fais un petit peu le bilan sur tout ce que j'ai entrepris. Je pense beaucoup à des situations de ma vie, des conflits que j'ai pu avoir avec des personnes en me disant « mais c'est nul ». Je pense que la montagne nous donne une certaine leçon d'humilité. On est des toutes petites fourmis sur le flanc de la montagne. Camp 3, 7300 mètres. Voilà, arrivé à destination. Voilà la route vers le sommet. La route est encore longue. Vraiment content. Oh Andy, Kobayashi-san, Yoko-chan. La fraîcheur arrive. Voilà cette magnifique vue du camp 3. En pleine forme, on va passer la nuit sous oxygène et puis demain direction le camp 4. Voilà la plus grosse déchetterie du monde, la plus haute. On découvre un camp qui est très très sale, un camp qui est pollué par les expéditions qu'il y a eu pendant des années et les expéditions en cours. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? On y voit des tentes qui sont laissées à l'abandon, on y voit des déchets, des bouteilles d'oxygène, des cartouches de gaz.
C'est assez choquant. Beaucoup de vent, un froid de canard. Il est 14h et l'assaut est à 21h. Voilà presque un mois que l'expédition a débuté. L'ultime ascension est prévue pour cette nuit du 22 au 23 mai. Ouais, il est 20h30. Préparation pour le sommet dans, je dirais, 1h et demie à peu près. Un peu de stress. Quand on part déjà, moi je vois un Sherpa que j'ai toujours connu très serein et là qui me regarde avec des yeux, avec une voix tremblante, qui check le matériel de tout le monde. Et là je me dis que jusque-là tout va bien, mais le plus dur reste encore à venir. Au-delà de 8000 mètres d'altitude, la cordée entre dans la zone de la mort. Le chemin est balisé, mais l'être humain n'est clairement pas le bienvenu. La défaillance est souvent fatale. Les grimpeurs tâchent de ne pas croiser le regard des cadavres, figés dans la glace, parfois depuis des années. Le Népal, l'Himalaya, la Chine. En pleine forme, super, vraiment super. Sur la dernière arête, c'est l'embouteillage. Des centaines de grimpeurs profitent des quelques jours où la météo est favorable pour prendre d'assaut le toit du monde. Chaque personne qui est présente sur l'Everest, c'est une situation différente. Il y a des gens qui peuvent être malades, qui viennent chercher ici un petit peu une sorte de réconciliation avec la vie. Il y a des gens qui viennent purement professionnellement parce que ce sont des guides, parce que ce sont des sportifs de l'extrême. Moi, j'étais venu chercher un petit peu l'aventure insolite. Je suis aussi venu pour exprimer qu'on avait tous le droit d'avoir des rêves, des projets, et que c'est pas parce que c'est inaccessible, c'est pas parce qu'on vient du niveau de la mer qu'on n'a pas le droit d'aller tout là-haut. Toit du monde. Six mois après cet exploit, Thomas Dutheil reste habité par l'aventure qui a rempli 2 années de sa vie. Un jour on est à l'Everest, le lendemain on est en France, et puis ma vie a changé à tout jamais, je pense. Il mûrit déjà un autre défi qui l'emmènera loin de Cherbourg, comme s'il ressentait déjà le besoin d'éprouver ses limites. Ce sera sans doute sur les glaces de l'Antarctique, dans une nature belle et hostile.